Mes parents m'ont enfermé dans le grenier pendant la fête de fiançailles de ma sœur, mais ils ne s'attendaient pas à ce que je m'échappe. Le silence m'a tout appris de ce que je devais savoir sur la survie au sein du foyer Wexley, tandis que ma sœur, Célestine, se prélassait dans l'adoration. Je suis devenu un fantôme dans ma propre maison, observant, écoutant, recueillant des fragments de vérité que ma famille essayait désespérément d'enterrer. La nuit où ils m'ont enfermé dans le grenier pendant sa fête de fiançailles, ils pensaient m'avoir enfin complètement effacé. Au lieu de cela, ils m'ont tendu la clé de leur destruction, du temps seul avec les plus sombres secrets de notre famille. Quand j'ai émergé de cette prison poussiéreuse, je n'étais plus seulement Coraline. J'étais la vengeance qu'ils n'avaient jamais vue venir. Juste avant que nous y retournions, j'adorerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné. Ils m'ont fait me sentir comme une invitée dans ma propre lignée. J'ai grandi en comprenant que le silence était le bien le plus précieux de la famille Wexley, plus précieux que l'argenterie ancienne que ma mère polissait chaque dimanche, plus précieux que la collection de premières éditions rares de mon père que personne n'était autorisé à toucher. Dans notre maison, la vérité était désordonnée, et les Wexley méprisaient le désordre plus que tout. Mon nom est Coraline Wexley, seconde fille, la pensée après coup, celle qui ne rend pas bien en photo. J'ai appris à me déplacer dans notre vaste demeure victorienne comme un fantôme. Pas le genre vengeur, le genre oublié, le genre dont les pas ne font aucun bruit sur les sols en marbre, dont le reflet se distingue à peine dans les miroirs ornés qui bordent nos couloirs. Je suis devenu exceptionnellement doué à ce tour de magie particulier, l'invisibilité. Ce matin a commencé comme n'importe quel autre. Je me suis réveillé avant l'aube, quand la maison était encore assez silencieuse pour que je puisse l'entendre respirer. Ces premières heures n'appartenaient qu'à moi. À cette heure, ma mère émergerait de sa chambre, vêtue de son peignoir de soie parfaitement repassé, et la performance recommencerait. Je suis passé devant la porte fermée de son bureau, le sanctuaire dans lequel il m'était interdit d'entrer sans autorisation expresse, et je suis descendu. L'odeur de café frais m'a guidé jusqu'à la cuisine, où je m'attendais à la solitude. Au lieu de cela, j'ai trouvé le chaos. Non, plus haut sur la taille. Ne voyez-vous pas comment ça plisse ? Ma sœur, Célestine, se tenait sur une petite estrade au centre de notre cuisine, les bras étendus comme une danseuse étoile, tandis qu'une femme à l'air poilu avec des épingles entre les lèvres ajustait l'ourlet d'une superbe robe ivoire. « Bonjour », ai-je murmuré, me faufilant près d'elle vers la cafetière. Les yeux de Célestine se sont posés sur moi, puis se sont détournés. « Tu es levé tôt. »« Je suis toujours levé tôt. » Elle n'a pas répondu, trop occupée à examiner son reflet dans le miroir en pied qui était mystérieusement apparu dans notre cuisine pendant la nuit. La robe était exquise, des couches de soie qui captaient la lumière du matin et semblaient briller de l'intérieur, tout comme Célestine elle-même. Pendant que je versais mon café, 2 hommes en uniforme de traiteur sont entrés par la porte arrière, portant un presse-papier et des exemples de menus. Ils m'ont fait un signe de tête polie avant de s'approcher de Célestine. « Mademoiselle Wexley, nous avons les options de menu final pour l'événement de samedi. » « L'événement de samedi ?» J'ai remué lentement mon café, feignant de ne pas écouter. « Allons dans la salle à manger », suggéra Célestine, descendant prudemment de son estrade. « Mère voudra tout approuver. » Alors qu'il sortait, j'ai saisi des fragments de conversation, sélection de champagne, arrangements floraux, plan de table pour 200 invités. Quelque chose d'important se passait dans ma propre maison, et une fois de plus, j'étais la dernière à le savoir. J'ai suivi à distance, m'attardant dans le couloir juste à l'extérieur de la salle à manger. La voix de ma mère portait facilement, nette et autoritaire. Non, seulement Célestine. L'autre, elle ne rend pas bien en photo. L'autre ? Pas même digne d'un nom. Je me suis reculé de l'embrasure de la porte, le café oublié, et je me suis échappé vers le seul endroit où je me sentais vraiment en paix, le jardin. Derrière nos terrains méticuleusement aménagés se trouvait une petite serre, abandonnée depuis longtemps mais toujours debout. À l'intérieur, l'air était chaud et terreux, les panneaux de verre troubles avec l'âge. Ici, je pouvais respirer. Alors que je m'installais sur le vieux banc en bois, quelque chose a attiré mon attention, un coin de cuir qui dépassait de la terre d'un pot renversé. Curieuse, je l'ai déterré et me suis retrouvé avec un petit journal relié en cuir, ses pages jaunies mais intactes. L'inscription sur la première page a fait battre mon cœur, propriété de Romée Wexley. Tante Romée, le fantôme de la famille. La sœur que personne ne mentionnait. Tout ce que je savais d'elle venait de conversations chuchotées qui cessaient quand j'entrais dans une pièce,
de vieilles photographies où son visage avait été soigneusement découpé. Elle avait disparu il y a des décennies, et le silence autour de son nom en disait long. J'ai glissé le journal dans la poche de mon cardigan juste au moment où le jardinier s'approchait de la serre. Le secret semblait chaud contre mon flanc alors que je retournais vers la maison. Le reste de la journée s'est déroulé dans un tourbillon d'activités qui m'excluait. Fleuristes, décorateurs et personnels ont transformé notre maison déjà immaculée en quelque chose d'encore plus pur et intouchable. Le soir, j'avais reconstitué la vérité, Célestine était fiancée, et une grande fête était prévue pour samedi afin de l'annoncer au monde, ou du moins à la tranche de la société de Boston qui comptait pour mes parents. Au dîner ce soir-là, Silas Rowan nous a rejoints. Grand, avec des cheveux sombres soigneusement ébouriffés et l'assurance tranquille qui vient de la vieille fortune, il s'est assis à côté de Célestine et en face de moi. Leur fiançailles n'était pas encore officiellement annoncée, mais l'énorme diamant à la main gauche de ma sœur racontait l'histoire assez clairement. « Coraline, dit Silas, me surprenant en utilisant mon nom. J'ai entendu dire que vous étiez une véritable artiste. » Je levai les yeux de mon saumon à peine touché. « Qui vous a dit ça ?» Son sourire révéla des dents parfaites. « J'ai fait mes recherches sur la famille Wexley. » Coraline s'amuse, intervint ma mère, sa voix dédaigneuse. Rien de sérieux. Célestine lança à Silas un regard d'avertissement que je ne pus pas tout à fait interpréter. Discutons de la liste des invités, voulez-vous? Mais Silas garda les yeux sur moi. J'adorerais voir votre travail un de ces jours. Il n'y a rien à voir, dit mon père, parlant pour la première fois de la soirée. Graham Wexley, autrefois un avocat idéaliste, maintenant un avocat d'affaires qui défendait des entreprises qui empoisonnaient des rivières et sous-payaient leurs employés, ne m'avait pas regardé dans les yeux depuis des années. Coraline aidera aux préparatifs samedi. En coulisses. Le message était clair, je n'étais pas une invitée à cette célébration. J'étais du personnel. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde se fut retiré dans sa chambre, je me suis assise en tailleur sur mon lit et j'ai ouvert le journal de Romet à la lumière d'une petite lampe. Son écriture était fluide, presque frénétique, remplie d'observations sur la famille qui me semblait étrangement familière. Elle aussi avait été la seconde fille, celle qui ne correspondait pas tout à fait au moule Wexley. La dernière entrée était datée de quelques jours seulement avant sa disparition, ils me feront taire, mais ma vérité demeure dans ces murs. Le journal serré contre ma poitrine, je me suis dirigé vers le bureau de ma mère. Je savais qu'elle serait endormie à 7 heures, Laureen Wexley exigeait précisément 8 heures de sommeil réparateur chaque nuit. La porte n'était pas verrouillée, ce qui était inhabituel pour son espace soigneusement gardé. À l'intérieur, j'ai cherché tout ce qui concernait Romet, certificat de naissance, photographie, lettres. Au lieu de cela, j'ai trouvé un dossier à mon nom. À l'intérieur, la documentation d'un fonds en fiducie à mon nom avec des bordereaux de retrait portant ce qui semblait être ma signature. Mais je n'avais jamais vu ce compte, jamais signé ces papiers. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de ma mère a tranché le silence comme une lame. Je me suis retourné, les papiers toujours à la main. « Tu as imité ma signature. Tu as pris de l'argent qui m'était destiné. » Elle a traversé la pièce en 3 pas rapides et m'a giflé violemment au visage. Le son a résonné dans la pièce silencieuse. Espèce de petite fouineuse ingrate. Ce n'était pas la première fois qu'elle me frappait, mais c'était la première fois que je ne me recroquevillais pas. Je suis au courant pour tante Romet, ai-je dit, la joue me piquant. J'ai trouvé son journal. La couleur a quitté le visage de ma mère. Donne-le-moi. Non. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu te mêles, Coraline. Elle m'a arraché le dossier des mains. Va te coucher. Nous discuterons de ta punition demain. Le lendemain s'est passé dans un silence tendu. J'ai essayé d'accéder au bureau de ma grand-mère, une pièce qui était inutilisée depuis des années, selon mes parents, pour la trouver cadenassée. Un autre secret de famille enfermé à clé. À la veille de la fête de fiançailles, alors que les ouvriers transformaient notre maison en vitrine, ma mère s'est approchée de moi avec une pile de linge ancien dans les bras. Monte ça au grenier, m'a-t-elle ordonné. Il faut les ranger correctement, à l'écart des invités. Ça ne peut pas attendre après la fête, ai-je demandé, la méfiance grandissant. Non, a-t-elle dit simplement. Fais-le maintenant. Tu es dans le chemin ici. J'ai pris le linge et j'ai grimpé les escaliers étroits menant au grenier, un espace que je visitais rarement. La porte était lourde, les charnières protestant alors que je la poussais pour l'ouvrir et entrer.
L'air vicié a rempli mes poumons alors que j'entendais un son qui a glacé mon sang, le clic distinct d'une serrure qui s'enclenche. J'ai laissé tomber le linge et j'ai couru vers la porte, frappant jusqu'à ce que mes poings me fassent mal. Laissez-moi sortir. Mère. Père. N'importe qui. Seul le silence a répondu. À travers la minuscule fenêtre du grenier, j'ai regardé Célestine posée avec Silas dans le jardin en bas. Les photographes tournaient autour d'eux comme des satellites, capturant leur sourire parfait, leur amour parfait, leur mensonge parfait. J'étais enfermé, oublié. Mais ils avaient commis une erreur critique. Ils m'avaient laissé du temps pour réfléchir, avec des preuves de leur tromperie, et avec une rage grandissante qui allait alimenter ce qui allait suivre. Ils ne s'attendaient pas à ce que je m'échappe. Ils auraient dû. Ils m'ont laissé dans la poussière des choses oubliées, ne sachant pas que je suis faite de mémoire. La première heure dans le grenier fut une panique pure. J'ai jeté mon corps contre la porte jusqu'à ce que mon épaule me fasse mal, j'ai crié jusqu'à ce que ma voix se brise, et j'ai griffé le bois ancien jusqu'à ce que mes ongles se fendent. Personne n'est venu. Personne n'a entendu. Ou pire, ils ont entendu et ont choisi de m'ignorer. Finalement, l'épuisement m'a forcé à m'arrêter. Je me suis affalé contre la porte, des larmes traçant des sillons nets à travers la poussière sur mon visage. En dessous de moi, à travers le plancher, je pouvais entendre les faibles sons de la fête qui commençait, musique douce, rire poli, le léger tintement des coupes de champagne. J'ai aperçu mon reflet dans un miroir fissuré appuyé contre une pile de malles, pieds nus, mes cheveux en désordre autour de mon visage, vêtu d'une simple robe en coton que j'avais choisie ce matin, maintenant maculée de décennies de crasse de grenier. Je ressemblais à une folle, à quelqu'un qui n'avait pas sa place dans le monde soigneusement organisé des Wexley. Bien, ai-je murmuré à mon reflet. Ils se souviendront de moi. Le grenier était plus grand que dans mes souvenirs de mes quelques incursions d'enfants ici. Des meubles oubliés drapés de drap jauni créaient un paysage de fantômes. Des malles et des boîtes bordaient les murs, chacune pouvant contenir des morceaux de l'histoire familiale jugés trop désordonnés pour être exposés. Une malle en particulier a attiré mon attention, plus neuve que les autres, ses ferrures en laiton brillant encore malgré la poussière. La serrure était solide, mais la clé était accrochée à un clou à quelques centimètres de là, comme si quelqu'un voulait qu'elle soit trouvée un jour. À l'intérieur, soigneusement organisée, se trouvaient des douzaines de lettres attachées avec un ruban bleu délavé. J'ai reconnu immédiatement l'écriture de ma grand-mère, la même écriture élégante qui avait étiqueté les cadeaux de Noël et les cartes d'anniversaire tout au long de mon enfance. Ces lettres étaient toutes adressées à une seule personne, Romet. Je me suis installé par terre, la malle à côté de moi, et j'ai commencé à lire. La correspondance s'étendait sur des années, commençant par des nouvelles joyeuses lorsque Romet est parti pour l'université et évoluant progressivement vers quelque chose de plus désespéré, ma grand-mère suppliant Romet de rentrer à la maison, de se réconcilier avec la famille, d'oublier ce qu'elle avait vu. La dernière lettre était datée de quelques semaines seulement avant la mort de ma grand-mère. Ma très chère Romet. Je ne peux pas quitter ce monde en sachant ce qu'ils t'ont fait. L'institution était l'idée de Laurine. Elle a convaincu ton père que tes écrises étaient dangereuses. J'aurais dû les arrêter. J'aurais dû te protéger. La vérité sur elle et Édouard finira par éclater. Je m'en suis assuré. Les papiers sont dans mon bureau. Trouve-les quand je serai parti. Tout mon amour, pour toujours. Édouard. Ce nom ne signifiait rien pour moi, mais de toute évidence, il était au centre de l'histoire de Romet. Plus profondément dans la malle, sous les lettres, j'ai trouvé un petit magnétophone, du genre que les journalistes utilisaient il y a des décennies. La cassette à l'intérieur était simplement étiquetée « Notre déclaration finale ». J'ai appuyé sur lecture, retenant mon souffle tandis que la bande sifflait et crépitait avant de prendre vie. Mon nom est Romet Wexley. La voix était douce mais intense, avec une cadence familière qui m'a donné des frissons. Si vous écoutez ceci, je suis soit morte, soit presque. Ils viennent me chercher demain. Laurine a convaincu tout le monde que je fais une autre crise. Ils appellent ça de la paranoïa. J'appelle ça voir clairement pour la première fois. Elle a fait une pause, et je pouvais l'entendre prendre une inspiration tremblante. Je les ai vus ensemble, ma sœur et mon fiancé. Édouard m'a demandé en mariage dimanche. Le mercredi, il était dans son lit. Quand je les ai confrontés, Laurine a ri. Elle a vraiment ri. Elle a dit, « Pensais-tu vraiment que quelqu'un comme lui choisirait quelqu'un comme toi s'il avait d'autres options ? Et le pire ? Notre père est au courant.
Il le sait, et il laisse faire parce que la famille d'Édouard a des relations dont il a besoin. Une autre pause, plus longue cette fois. Ils vont me mettre quelque part au calme, un endroit où je ne pourrai pas les embarrasser. Mais j'ai caché des preuves de ce qu'ils ont fait. Les transferts immobiliers, l'héritage détourné, tout. C'est dans les murs de cette maison. Littéralement. Cet endroit était ma prison, mais il sera aussi mon témoin. La bande s'est arrêtée, me laissant à nouveau dans le silence. Je suis resté assise, immobile, essayant d'absorber ce que j'avais entendu. Ma mère, jeune à l'époque, mais déjà calculatrice dans sa cruauté, avait volé le fiancé de sa sœur, puis avait conspiré pour la faire interner lorsqu'elle s'y était opposée. Dans les murs, ai-je murmuré, répétant les mots de Romet. J'ai commencé à examiner le grenier plus attentivement, passant mes mains le long des panneaux de bois qui formaient les murs intérieurs. Près du coin le plus éloigné, un panneau sonnait différemment quand je frappais dessus, creux par rapport aux autres. J'ai poussé contre lui, et à ma surprise, il a pivoté vers l'intérieur, révélant une petite alcôve à peine assez grande pour qu'une personne puisse s'y asseoir. À l'intérieur se trouvait un oreiller, une lampe à pile et d'autres journaux. Le sanctuaire de Romet, son évasion au sein de sa prison. Le journal le plus récent contenait des comptes rendus détaillés de conversations entendues à travers les bouches de chauffage, de documents aperçus sur le bureau de son père, de plans discutés quand il pensait que personne n'écoutait. Romet avait rassemblé des preuves, construisant un dossier contre sa famille depuis ces mêmes murs. J'ai ramené la lampe dans l'espace principal du grenier et j'ai continué à explorer. Dans une boîte oubliée de décoration de Noël, j'ai trouvé un miroir à main ancien avec une fissure au centre. En expérimentant, j'ai découvert qu'en l'orientant vers la minuscule fenêtre du grenier, je pouvais voir des reflets de ce qui se passait dans la grande salle de bal en dessous. La fête de fiançailles battait son plein. Célestine rayonnait dans sa robe ivoire, se déplaçant d'invité en invité avec un charme exercé. Mes parents se tenaient ensemble près du grand escalier, acceptant les félicitations comme s'ils avaient orchestré le cosmos lui-même plutôt qu'un simple mariage. Et Silas, le beau et énigmatique Silas, ne cessait de jeter des regards vers le plafond, vers le grenier, comme s'il pouvait sentir que je l'observais. Au fur et à mesure que la soirée avançait, le moment des discours est arrivé. Mon père a parlé le premier, sa voix d'entreprise perfectionnée pour l'occasion, suivi de Silas, qui a remercié les Wexley de l'avoir accueilli dans leur maison à bras ouverts. Mais alors qu'il prononçait ces mots, ses yeux se sont à nouveau levés, et j'aurais juré qu'il me regardait directement à travers le plancher, à travers le plafond, à travers les barrières qu'ils avaient placées entre nous. Je suis retourné dans l'alcôve cachée de Romet. Un mince dossier contenait des documents juridiques. Parmi eux se trouvait la preuve d'un fonds en fiducie familiale qui avait été redirigé vers Célestine en utilisant des signatures falsifiées et mes signatures, créées des années avant que je sois assez âgé pour signer quoi que ce soit légalement. Il m'avait volé toute ma vie, se préparant au jour où je pourrais découvrir ma propre valeur et exiger ce qui m'était dû. La nuit s'est approfondie à l'extérieur de la minuscule fenêtre du grenier. La fête continuait en bas, mais l'énergie avait changé, plus d'alcool, des rires plus forts, le vernis de la perfection commençant à s'effriter au fil des heures. Je savais que c'était mon moment. En utilisant des pieds de meubles cassés et le linge ancien que ma mère avait si commodément fourni, j'ai construit un système de cordes et de poulies de fortune ancré à la malle la plus lourde du grenier. La physique était simple, je l'avais apprise dans les cours de sciences de l'école que mes parents reconnaissaient à peine. Ma descente serait lente, méthodique, délibérée et non pas une évasion frénétique, mais un retour calculé. J'ai changé de vêtements, trouvant une vieille chemise de nuit blanche dans l'une des malles. Elle avait appartenu à ma grand-mère, peut-être, ou à Romet elle-même. Le symbolisme ne m'a pas échappé. Je retournerai à la fête comme un fantôme du passé de la famille, portant le vêtement d'une femme qu'ils avaient essayé d'effacer. J'ai ouvert la fenêtre du grenier et j'ai regardé le jardin en contrebas. L'air de la nuit était frais contre ma peau, transportant le parfum des roses prisées de ma mère. D'une manière ou d'une autre, j'étais sur le point de changer la famille Wexley pour toujours. Le journal de Romet solidement niché contre ma poitrine, j'ai commencé ma descente. Il me croyait parti. Je voulais qu'il me voie m'élever. L'air frais de la nuit a caressé ma peau alors que je descendais le long du mur de notre maison familiale. Mes mains brûlaient à cause de la friction de la corde improvisée, mais la douleur semblait clarifiante, nécessaire. À chaque centimètre de descente, je me débarrassais d'une autre couche de la coralline obéissante et invisible que j'avais été entraîné à être. Mes pieds nus ont touché l'herbe humide, et pendant un instant, je suis simplement resté là, respirant la liberté.
Musique et rire s'échappaient des portes-fenêtres ouvertes menant à notre grande salle de bal. À l'intérieur, 200 membres de l'élite de Boston célébraient les fiançailles de ma sœur, un événement dont on ne m'avait même pas parlé avant que j'entende sa planification. J'ai marché lentement vers la lumière, la chemise de nuit blanche flottant autour de mes chevilles. Je devais ressembler à une apparition, les cheveux en désordre de mon confinement dans le grenier, le visage maculé de poussière, les yeux brillants de détermination. Je serrais le journal de Romet dans une main, ma bouée de sauvetage vers la vérité. Personne ne m'a remarqué au début. Je me suis glissé par la porte et je suis resté au bord de la foule, observant. Des lustres en cristal projetaient une lumière fracturée à travers la pièce. Des sculptures de glace fondaient lentement sur des plateaux d'argent. Célestine se tenait au centre de tout cela, radieuse dans sa robe ivoire, la main de Silas possessivement au creux de son dos. Puis, comme une ondulation sur une eau calme, la conscience de ma présence s'est propagée. Une femme en bleu saphir s'est retournée, une flûte de champagne à mi-chemin de ses lèvres, et s'est figée. Son regard en a déclenché un autre, puis un autre, jusqu'à ce qu'une poche de silence s'ouvre autour de moi. Qui est-ce ? A chuchoté quelqu'un trop fort. N'est-ce pas sa sœur ? Fut la réponse. Pourquoi est-elle ici comme ça ? Le silence s'est étendu jusqu'à atteindre ma mère. Lauryn Wexley s'est retournée, son sourire de société toujours en place jusqu'à ce qu'elle me voie. La transformation a été immédiate, son visage s'est durci, ses yeux se sont réduits à des fentes, sa bouche s'est amincie en une ligne exsangue. Elle a traversé la pièce avec une vitesse remarquable pour une femme en talons de 10 centimètres. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais » a-t-elle sifflé, me saisissant le coude et enfonçant ses ongles manucurés dans ma peau. « Tu es en train de tout gâcher. » J'ai regardé sa main sur mon bras, puis directement dans ses yeux. « Non » ai-je dit, ma voix stable. Je suis enfin sur la photo. Je me suis dégagé de son emprise et j'ai avancé plus profondément dans la pièce. La foule s'est écartée devant moi comme la mer Rouge, un mélange de confusion et de curiosité morbide sur leurs visages soigneusement arrangés. Mon père se tenait près du bar, son expression une étude de fureur contenue. Il n'a fait aucun mouvement pour intervenir. Graham Wexley avait perfectionné l'art de l'absence stratégique. Célestine m'a vu ensuite. Le sang a quitté son visage si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Elle a chuchoté quelque chose d'urgent à Silas, qui s'est tourné pour me regarder avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer, pas le choc, exactement, quelque chose de plus proche de la reconnaissance. Je me suis dirigé vers la table des cadeaux élaborés et j'ai placé le journal de Romet parmi les paquets emballés, après l'avoir noué avec un ruban doré que j'avais trouvé dans le grenier, mon offrande au couple heureux. Alors que je m'éloignais de la table, Silas est apparu à mes côtés. Célestine était à plusieurs mètres derrière lui, essayant clairement de le rattraper mais bloqué par des personnes lui présentant leurs vœux. « Je pensais que tu ne reviendrais jamais dans cet endroit » a-t-il dit doucement, sa voix destinée uniquement à moi. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je l'ai fixé, cherchant dans son visage le sens de sa déclaration impossible. « De quoi parles-tu ? Nous ne nous sommes jamais rencontrés avant cette semaine. » Ses yeux, d'un bleu profond, presque marine sous l'éclairage tamisé, ont rencontré les miens. Il y a 5 ans. Le vernissage de la galerie à New York. Tu portais une robe verte assortie à tes yeux. Le souvenir m'a submergé, une escapade de week-end que j'avais faite alors que mes parents pensaient que j'étais en voyage scolaire, une galerie d'art à Soho, un bel inconnu qui m'avait parlé pendant des heures de l'utilisation de la lumière et de l'ombre par le Caravage. Nous avions marché le long de l'Hudson jusqu'à l'aube, et quand il m'avait embrassé pour me dire au revoir, il avait promis de me retrouver. « C'était toi » ai-je chuchoté. « Ça a toujours été toi, Coraline. » Sa voix portait un poids de regret qui me serra le cœur. Mais ensuite j'ai appris qui tu étais, qui était ta famille. Et tu as choisi Célestine à la place. Les pièces se sont mises en place avec une clarté écœurante. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix, les jeux corrigés en reculant. Et moi aussi. Célestine nous a finalement rejoints, son sourire fragile alors qu'elle passait son bras sous celui de Silas. Chérie, les Peterson veulent nous féliciter. Elle n'a pas du tout reconnu ma présence, comme si en m'ignorant, elle pouvait me faire disparaître. Mais j'en avais fini d'être invisible. Je me suis déplacé au centre de la pièce, me positionnant délibérément sous l'énorme lustre en cristal, le point central où le quatuor à cordes avait joué plus tôt. Les musiciens avaient fait une pause, laissant un vide parfait pour que ma voix puisse le combler. « Mesdames et messieurs » ai-je appelé, ma voix plus forte que je ne l'avais prévu.
J'aimerais porter un toast. La pièce s'est immobilisée. Tous les yeux se sont tournés vers moi, la fille aux cheveux sauvages en chemise de nuit, pieds nus sur du marbre italien, osant parler. Au patrimoine de la famille Wexley, ai-je continué, levant un verre imaginaire. Bâti sur des voies réduites au silence et des avenirs volés. Ma mère a commencé à avancer vers moi, mais mon père lui a saisi le bras, son expression calculatrice. Il évaluait les dégâts à contrôler, pesait les options. Toujours l'avocat. Beaucoup d'entre vous connaissaient ma grand-mère, ai-je dit, m'adressant à la foule. Certains d'entre vous se souviennent peut-être même qu'elle avait 2 filles, Laurine et Romet. Des murmures ont parcouru l'assemblée. Les invités plus âgés ont échangé des regards. Romet a disparu il y a des décennies. L'histoire familiale était qu'elle avait eu une dépression nerveuse, qu'elle était instable, voire dangereuse. Mais j'ai trouvé son journal. J'ai fait un geste vers la table des cadeaux. Et savez-vous ce qui s'est réellement passé? Elle a découvert que sa sœur, ma mère, avait une liaison avec son fiancé. Quand elle les a confrontés, ils l'ont fait interner dans un établissement. Ils l'ont effacé. Tout comme ils ont essayé de m'effacer ce soir en m'enfermant dans le grenier pendant cette fête. Des halètements ont résonné dans la salle de bal. Un photographe engagé pour documenter les fiançailles parfaites a levé son appareil et a capturé l'instant, l'horreur de ma mère, le calcul froid de mon père, la fureur de Célestine, l'expression indéchiffrable de Silas, et moi, enfin vu. Je ne disparaîtrai pas, ai-je dit, ma voix se brisant légèrement. Pas comme elle. Le flash des appareils photo a ponctué mes mots, non seulement le photographe officiel maintenant, mais aussi des invités avec leur téléphone, capturant l'effondrement de la façade des Wexley. Derrière moi était accroché un immense portrait de ma grand-mère, ses yeux semblant me suivre avec quelque chose qui ressemblait à de l'approbation. Ma mère s'est finalement libérée de l'emprise de mon père et s'est précipitée vers moi, le visage déformé par la rage. Espèce de petite ingrate. Attention, mère, ai-je interrompu. Ils enregistrent. Elle s'est arrêtée net, soudain consciente des téléphones pointés dans notre direction. Qu'est-ce que tu veux, a-t-elle demandé, sa voix basse et dangereuse. La vérité, ai-je répondu simplement. Toute la vérité. En commençant par ce qui est arrivé à tante Romet après que tu l'aies fait interner. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, a-t-elle sifflé. Les dégâts que tu causes. Le mal était déjà fait, ai-je dit. Je ne fais que le mettre en lumière. Comme sur un signal, quelqu'un a tamisé les lumières du plafond, et le quatuor est retourné à sa position. La fête tentait de se réinitialiser, de continuer malgré la scène que j'avais provoquée. Mais il était trop tard. L'image parfaite était fracturée. Les téléphones bourdonnaient déjà de messages, les notifications des réseaux sociaux sonnaient alors que l'histoire de la fille du grenier commençait à se répandre. Je me suis dirigé vers la sortie, la tête haute, consciente de chaque regard suivant mon mouvement. En passant devant Silas, il a tendu la main vers la mienne, mais je me suis retiré. Tu aurais pu me sauver, ai-je chuchoté. Au lieu de cela, tu les as rejoints. Dehors, dans l'air frais de la nuit, j'ai pris ma première grande inspiration en tant que femme de pouvoir. L'empire de secret des Wexley avait commencé à s'effondrer, et de ces ruines, je construirais quelque chose de vrai. Ils m'avaient enfermé parce qu'ils craignaient ce que je pourrais devenir. Ils avaient raison d'avoir peur. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de vérité. Et la vérité change tout. Le matin après la fête de fiançailles, je me suis réveillé dans ma chambre d'enfant pour ce que je savais être la dernière fois. La maison était d'un calme troublant. Pas de personnel s'affairant, pas de camion de livraison dans l'allée, aucun des bruits habituels de la perfection Wexley en cours de maintien. Juste le silence et le poids des mots non dits. J'ai fait un seul sac, vêtements, articles de toilette, mes carnets de croquis et les preuves que j'avais rassemblées dans le grenier. Alors que je fermais la fermeture éclair du sac, on a frappé doucement à ma porte. C'est ouvert, ai-je appelé, m'attendant à la fureur de ma mère ou au mépris froid de mon père. Au lieu de cela, Silas est entré dans la pièce, l'air froissé et épuisé. Sa chemise sur mesure était plissée, ses cheveux en désordre comme s'il y avait passé les mains toute la nuit. Tu pars, a-t-il dit en hochant la tête vers mon sac. Célestine t'a envoyé pour m'arrêter? Il a secoué la tête. Elle ne sait pas que je suis là. Personne ne le sait. Il a traversé la pièce et s'est assis sur le bord de mon lit, sans y être invité. Cette nuit à New York. Je ne l'ai jamais oublié.
Ne fais pas ça, ai-je dit sèchement. Ce que nous avions est mort au moment où tu as choisi ma sœur. Je ne savais pas quelle était ta sœur quand nous nous sommes rencontrés, a-t-il insisté. Quand je l'ai compris plus tard, j'ai pensé que c'était peut-être le destin. Un moyen de revenir vers toi. J'ai ri, le son creux même à mes propres oreilles. À travers des fiançailles avec Célestine? C'est un sacré détour. J'ai été un lâche, a-t-il admis. J'ai vu ce que votre famille avait, ce qu'elle pouvait offrir. Et une fois à l'intérieur, j'ai pensé que je pourrais t'aider d'une manière ou d'une autre de l'intérieur. M'aider? J'ai secoué la tête avec incrédulité. J'ai passé des années invisibles dans cette maison pendant que tu jouais le parfait futur gendre. Ce n'est pas de l'aide, Silas. C'est de la complicité. Il a tendu la main vers la mienne, mais j'ai reculé. La nuit dernière a tout changé, a-t-il dit. Les gens parlent. La réputation des Wexley. Je me fiche de la réputation des Wexley, les jeux interrompus. Je me soucie de ce qui est arrivé à Romet. Je me soucie de la vérité. J'ai mis mon sac sur mon épaule et je me suis dirigé vers la porte. Au revoir, Silas. Où iras-tu? A-t-il appelé après moi. J'ai fait une pause dans l'embrasure de la porte. Trouver ce qui m'appartient. J'avais un dernier arrêt à faire avant de quitter la maison, le bureau de ma grand-mère. Dans le chaos qui a suivi ma révélation à la fête, j'ai remarqué que le cadenas avait disparu de la porte. Soit quelqu'un l'avait enlevé à la hâte, soit il ne voyait plus l'intérêt de la garder verrouillée maintenant que les secrets se répandaient. Le bureau était une capsule temporelle, intacte depuis des années. De lourds rideaux de velours bloquaient la lumière du matin, et l'air sentait les vieux livres et le parfum oublié. Je me suis dirigé directement vers l'imposant bureau en chêne qui dominait la pièce et j'ai commencé à fouiller méthodiquement les tiroirs. Dans le tiroir du bas, derrière un faux panneau que j'ai découvert par accident lorsque mes ongles se sont accrochés à une couture presque invisible, je l'ai trouvé, un portefeuille en cuir contenant le testament original de ma grand-mère. Le document était clair, Romet devait hériter de la moitié de la succession, le reste étant partagé entre ma mère et d'éventuels petits-enfants. Le nom de ma mère n'apparaissait nulle part en tant qu'exécutrice testamentaire ou fiduciaire. J'ai glissé le testament dans mon sac et j'ai continué à chercher. Dans un compartiment caché sous une latte de plancher lâche sous le siège de la fenêtre, cette famille avait un flair pour les cachettes mélodramatiques. J'ai trouvé plus de preuves, des relevés bancaires montrant des retraits systématiques de comptes en fiducie au nom de Romet et de moi-même, des titres de propriété avec des signatures falsifiées, et le plus accablant de tous, de la correspondance avec le sanatorium de Meadowbrook concernant le traitement de Romet. Armé de ces preuves, j'ai quitté la maison Wexley sans dire au revoir à mes parents ou à Célestine. Ils n'ont pas essayé de m'arrêter. Peut-être pensaient-ils que je m'en irais furtivement de honte, que mon éclat serait oublié dans un cycle de nouvelles ou deux. Ils ont sous-estimé à la fois moi et le pouvoir de la vérité à l'ère des réseaux sociaux. Je me suis installé dans un hôtel modeste du centre-ville et j'ai passé les 3 jours suivants à passer des appels téléphoniques, à scanner des documents et à suivre la piste de la vie de Romet après son internement. Les pièces se sont assemblées lentement, des papiers de sortie de Meadowbrook menant à une maison de transition dans le Vermont, qui a mené à un changement de nom de Romet Wexley à Ruth Wilson, qui a finalement mené à un petit établissement de soins dans l'ouest du Massachusetts. L'établissement ne ressemblait en rien à l'imposante demeure victorienne dans laquelle j'avais grandi, des bâtiments bas et modernes nichés au milieu de pins avec de larges fenêtres laissant entrer la lumière naturelle. La réceptionniste m'a regardé d'un air las quand j'ai demandé à voir Ruth Wilson. De toute évidence, ils protégeaient leurs résidents. Je suis sa nièce, ai-je expliqué. Je n'ai appris que récemment qu'elle était en vie. L'expression de la femme s'est légèrement adoucie. Elle n'a pas de visite. Jamais. Je sais. C'est en partie pour ça que je suis là. Après quelques appels téléphoniques et une vérification de mon identité, on m'a conduite dans un couloir silencieux jusqu'à un petit jardin. Et elle était là, tante Romet, maintenant dans la soixantaine, ses cheveux d'un blanc éclatant contrastant avec sa peau pâle. Elle était assise dans un fauteuil roulant face à un parterre de marguerites, un carnet de croquis en équilibre sur ses genoux. Ruth, dit doucement l'aide-soignante, vous avez une visite. Votre nièce, Coraline. Romet se tourna lentement, ses mouvements délibérés. Quand ses yeux ont rencontré les miens, je l'ai vu, le même vert que les miens, la même forme. Des yeux de famille. La reconnaissance a vacillé sur son visage, suivie par la confusion, puis la prudence. Vous lui ressemblez, a-t-elle dit, sa voix rauque par manque d'usage. Ma mère.
Autour des yeux. Je vous ai apporté quelque chose qui vous appartient, ai-je dit en m'approchant lentement. J'ai tendu son journal, celui que j'avais trouvé dans la serre du jardin. Ses mains tremblaient en le prenant, ses doigts traçant la couverture en cuir usé. Ils m'ont dit que j'imaginais des choses, que j'inventais des histoires. Elle a levé les yeux vers moi. L'avez-vous lu? Oui, ai-je admis. Il m'a conduite à vous. L'aide-soignante s'est discrètement éloignée, nous laissant en privé tout en restant à portée de vue. Ils te feront du mal si tu les fais paraître petits, a averti Romet, sa voix devenant soudainement urgente. Laurine, elle détruit ce qu'elle ne peut pas contrôler. Je sais, ai-je dit en m'asseyant à côté d'elle. J'ai déjà commencé à me battre. Au cours des 2 heures suivantes, je lui ai tout raconté, la fête de fiançailles, mon emprisonnement dans le grenier, mon évasion et ma confrontation, les preuves que j'avais trouvées. Pendant que je parlais, quelque chose sur le visage de Romet a changé. La confusion trouble dans ses yeux s'est dissipée, remplacée par une intelligence vive que des décennies de médicaments et d'isolement n'avaient pas réussi à éteindre. Le testament, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Mère l'a changé avant de mourir. Laurine n'aurait pas laissé passer ça. J'ai trouvé l'original, ai-je confirmé. Et les registres de ce qui est arrivé à votre héritage. Et au mien. Le rire de Romet fut surprenant, amer, mais vivant. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Les démasquer, ai-je dit simplement. Réparer les choses. Quand j'ai quitté l'établissement de soins ce soir-là, j'avais des pages de notes, des noms, des dates, des numéros de compte, et surtout, le témoignage lucide de Romet sur ce qui lui était arrivé. Elle n'était pas la femme incohérente et délirante que ma famille avait décrite. Elle était lucide, articulée et en colère, tout comme moi. Le lendemain matin, j'ai contacté une journaliste que j'avais trouvée après des recherches approfondies, Vanessa Taylor, connue pour ses articles d'investigation sur la fraude financière et les dynasties familiales. Je lui ai envoyé des copies des documents les plus accablants et un bref résumé de l'histoire. Sa réponse a été immédiate, rencontrons-nous. Autour d'un café dans un café tranquille loin des lieux habituels de ma famille, j'ai exposé toute l'histoire sordide, l'héritage volé, l'internement d'une femme saine d'esprit pour la faire taire, les décennies de fraude. Vanessa a écouté sans interruption, enregistrant notre conversation avec ma permission. Ce n'est pas seulement un scandale familial, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. C'est une activité criminelle. Fraude financière, usurpation d'identité, peut-être séquestration. Elle a tapoté son stylo contre son bloc-notes. Êtes-vous préparé à ce qui se passera quand cela deviendra public? Pas seulement l'embarras social. Nous parlons d'éventuelles poursuites pénales contre vos parents. Je suis préparé, ai-je dit, et je le pensais. L'histoire a éclaté 3 jours plus tard. Pas un petit article enfoui dans la section locale, mais un exposé en première page avec un titre, L'Empire DE, la famille Wexley bâtie sur la fraude, les voix réduites au silence. L'article était accompagné d'une photo de moi devant l'établissement de soins avec Romet, toutes deux regardant directement l'appareil photo, sans ciller. La réponse a été immédiate et écrasante. En milieu d'après-midi, le cabinet d'avocats de mon père avait publié une déclaration se distanciant de lui. Le soir, le conseil d'administration de son principal client corporatif avait convoqué une réunion d'urgence. Les comptes de réseaux sociaux de Célestine sont devenus inactifs après que ses contrats de sponsoring avec 3 marques de luxe ont été publiquement résiliés. J'ai reçu un appel de Silas juste avant minuit. Ils sont en train d'imploser, a-t-il dit sans préambule. Ton père n'a pas quitté son bureau depuis 2 jours. Ta mère est sous une sorte de médicament qui la rend à peine consciente. Célestine menace de quitter le pays. Pourquoi me dis-tu ça, ai-je demandé. Parce que je pense que tu devrais savoir ce que tu as accompli, a-t-il dit. Et parce que je veux aider, si tu me le permets. J'ai des informations sur certaines des transactions financières, des choses que j'ai remarquées pendant que je me rapprochais de ta famille. J'ai considéré son offre. Envoie ce que tu as à Vanessa Taylor. Elle saura quoi en faire. Et nous, a-t-il demandé doucement. Il n'y a pas de nous, Silas. Il ne peut pas y en avoir. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le bord de mon lit d'hôtel, soudainement épuisé. Ce n'était pas une victoire. Pas encore. C'était juste le début d'un long processus de révélation de la vérité et de reconstruction. Le lendemain matin, j'ai reçu une lettre recommandée contenant une seule clé et une adresse à Cambridge. La note d'accompagnement disait, pour la petite nièce de Romet.
fait en bon usage. C'était signé par l'ancien avocat de ma grand-mère, un homme que je n'avais rencontré qu'une seule fois à ses funérailles. La clé ouvrait la porte d'une petite mais élégante maison de ville remplie d'art et de livres, un refuge secret que ma grand-mère avait établi dans ces dernières années. Dans le bureau, j'ai trouvé la documentation d'un fonds en fiducie séparé qu'elle avait créé pour moi, un que mes parents n'avaient jamais découvert et ne pouvaient pas toucher. Avec la sécurité financière est venue la liberté de planifier mes prochains mouvements avec soin. J'ai contacté un avocat spécialisé en droit des successions et j'ai entamé le processus de contestation de la distribution frauduleuse des biens de ma grand-mère. J'ai commandé un audit complet des finances de la famille Wexley, révélant des décennies de vols systématiques. Et j'ai commencé à rendre visite à Romé régulièrement, apportant du matériel d'art, des livres, et progressivement, des nouvelles du monde extérieur. Avec des soins appropriés et une médication réduite, elle s'est améliorée rapidement, son esprit s'éclaircissant, ses mains assez stables pour tenir à nouveau un pinceau. Lors d'une visite, j'ai apporté le journal local. Le titre disait « Le domaine Wexley sera mis aux enchères suite à des allégations de fraude. » « Es-tu triste de le voir partir ?» a demandé Romé en étudiant mon visage. « Non », ai-je dit sincèrement. Cette maison n'a jamais été un foyer. Juste une belle prison pour nous deux. Elle a pris ma main, sa peau parcheminée contre la mienne. Ils pensaient pouvoir nous effacer. Nous rayer de l'histoire familiale. Ils ont échoué, ai-je dit. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une visite à ma maison de ville de Cambridge. Ma mère, Laurine Wexley, ne ressemblait en rien à la femme impérieuse qui avait régné sur notre foyer avec une précision glaciale. Ses cheveux étaient ternes, son maquillage minimal, ses vêtements chers mais froissés. « Puis-je entrer ?» a-t-elle demandé, sa voix plus faible que je ne l'avais jamais entendue. J'ai hésité, puis je me suis écarté. Elle est entrée, regardant autour d'elle l'espace rempli d'art avec quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. « Le goût de mère » a-t-elle murmuré. J'aurais dû savoir qu'elle trouverait un moyen de nous contourner. « Que veux-tu » ai-je demandé, ne lui offrant pas de siège. Elle a rencontré mes yeux, et pour la première fois de ma vie, j'y ai vu de la peur. Le conseil d'administration vote demain pour savoir s'il faut porter plainte. Le cabinet de ton père a déjà mis fin à son partenariat. Célestine a tout perdu. Ses sponsors, sa position sociale, ses fiançailles. Silas a rompu. Bien sûr qu'il l'a fait, a-t-elle dit amèrement. Il sait de quel côté le vent tourne. Il l'a toujours su. Je suis restée silencieuse, attendant. J'ai essayé de te protéger, a-t-elle dit soudainement. Du fardeau d'être toi. Me protéger ? En m'enfermant dans le grenier ? En volant ce qui m'appartenait de droit ? En me faisant sentir invisible toute ma vie ? Tu ne comprends pas ce que signifie être une femme Wexley, a-t-elle dit. Les attentes, les limitations, la surveillance constante. Je voulais quelque chose de différent pour Célestine. Et toi, tu ressemblais tellement à Romé. Trop sensible, trop observatrice, trop peu disposée à jouer le jeu. Alors tu m'as puni pour ça, ai-je dit. Tout comme tu l'as puni, elle. J'ai fait ce que je devais faire. Elle s'est approchée, son désespoir palpable. Annule les avocats. Dis à ce journaliste que tu t'es trompé. Nous pouvons arranger ça en famille. J'ai secoué la tête. Nous n'avons jamais été une famille. Juste des acteurs dans la production de ta vie parfaite. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté. Je suis ta mère. Non, ai-je dit doucement. Tu es juste la femme qui m'a donné naissance. Une mère m'aurait aimé, protégé, vu. Elle est partie sans un autre mot, les épaules affaissées par la défaite. Je l'ai regardée par la fenêtre alors qu'elle marchait vers sa voiture, paraissant soudain vieille et petite dans la lumière de l'après-midi. Le lendemain, j'ai rendu visite à Romé de nouveau. Elle était assise dans le jardin en train de dessiner des marguerites quand je suis arrivé. J'ai réfléchi, ai-je dit en m'installant à côté d'elle, à ce qu'il faut faire avec l'argent une fois que la succession sera enfin réglée. Elle a levé les yeux, intéressée. Je veux créer une fondation, ai-je continué. Pour les survivants d'abus institutionnels. Les gens qui ont été réduits au silence, comme toi. Elle a hoché lentement la tête. Un bon usage de l'argent des Wexley. Enfin. Nous sommes restés assises dans un silence complice pendant un moment, le seul son étant le grattement de son crayon sur le papier. Puis elle a mis son carnet de croquis de côté et s'est tournée vers moi.
Je n'ai plus beaucoup de temps, a-t-elle dit de manière pragmatique. Les médecins disent que mon cœur est défaillant. Trop d'années de ces drogues qu'ils m'ont forcé à prendre. Remets. Elle a serré ma main. Je n'ai pas peur, Coraline. J'ai été à moitié morte pendant des décennies. Ces dernières semaines avec toi ont été plus de vie que je n'en ai eu depuis des années. J'ai senti les larmes menacées et je les ai ravalées. J'aurais aimé te trouver plus tôt. Tu m'as trouvé exactement quand tu le devais, a-t-elle dit. Quand tu étais assez forte pour finir ce que j'avais commencé. 3 jours plus tard, Romet est décédé paisiblement dans son sommeil. J'étais avec elle à la fin, lui tenant la main alors que sa respiration ralentissait et s'arrêtait finalement. Les infirmières m'ont dit qu'elle n'avait pas souffert, que c'était une mort douce, le genre qu'elle méritait après une vie si difficile. J'ai organisé un petit service commémoratif privé. Aucun des Wexley n'y a assisté, bien que j'ai envoyé des notifications formelles. Seul le personnel de l'établissement de soins, Vanessa la journaliste, et étonnamment, Silas sont venus lui rendre hommage. Je ne l'ai jamais rencontré, a dit Silas alors que nous nous tenions près de sa simple tombe. Mais j'ai l'impression de la connaître à travers toi. Je n'ai pas répondu, mon chagrin encore trop vif pour la conversation. Après le service, je suis retourné une dernière fois au domaine Wexley. La vente aux enchères était prévue pour la semaine suivante, mais j'avais d'abord une affaire inachevée là-bas. J'ai grimpé les escaliers familiers jusqu'au grenier en portant un petit bidon d'essence. L'espace semblait différent à la lumière du jour, plus petit, moins menaçant, juste une pièce poussiéreuse pleine de choses oubliées, pas la chambre des horreurs qu'elle avait semblé être la nuit où j'étais enfermé à l'intérieur. Méthodiquement, j'ai versé l'essence sur les malles contenant les photos de famille, sur les meubles drapés de drap jauni, sur le plancher où Romet avait caché sa vérité. J'ai été prudente. Il ne s'agissait pas de détruire la maison, juste de purifier cette pièce particulière de ses ténèbres. J'ai craqué une allumette et j'ai regardé les flammes prendre et se propager, consumant les preuves physiques de génération de secrets des Wexley. Puis je suis descendu et sorti par la porte d'entrée, appelant les pompiers en partant. Ils arriveraient à temps pour sauver la maison, mais pas le grenier. C'était exactement comme je l'avais prévu. Le lendemain matin, j'étais assise dans le bureau de mon avocat, signant les derniers papiers pour créer la Fondation Romet. La fortune des Wexley, ce qu'il en restait après les batailles juridiques et les restitutions, financerait des maisons d'accueil et un soutien juridique pour les survivants d'abus institutionnels. En sortant du bâtiment, j'ai aperçu mon reflet dans les portes vitrées, toujours reconnaissable, mais changée, plus forte, plus définie. Je ne me déplaçais plus comme quelqu'un qui essaie de disparaître. Je n'étais pas leur échec. J'étais leur châtiment. 6 mois après la fête de fiançailles qui a tout changé, je me tenais dans une petite salle d'audience, mes mains stables alors que je signais les papiers. La juge, une femme aux yeux bienveillants et aux cheveux argentés, a souri en tamponnant le document. « Félicitations, mademoiselle Rumel », a-t-elle dit. « Votre changement de nom est officiel. Coraline Rumel. Plus une Wexley. » J'avais pris le nom de Romet, pas son nom de famille complet, mais une variation qui l'honorait tout en étant uniquement la mienne. Cela semblait juste, comme enfiler des vêtements qui avaient été faits sur mesure pour moi. À l'extérieur du palais de justice, Vanessa attendait, enregistreur à la main. Depuis qu'elle avait révélé l'histoire des Wexley, sa carrière avait explosé, et nous avions développé une amitié prudente basée sur le respect mutuel. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé alors que nous marchions vers un café voisin. « Comme la liberté » ai-je répondu honnêtement. Comme si je pouvais enfin respirer sans porter leur nom dans mes poumons. Nous nous sommes installés à une table d'angle, et elle a placé son enregistreur entre nous. « Ça ne te dérange pas ? Les gens sont toujours fascinés par ton histoire. » J'ai hoché la tête en signe de permission. La frénésie médiatique initiale s'était calmée, mais l'intérêt du public restait élevé, surtout depuis l'annonce de la Fondation Romet. « Il y a autre chose » a dit Vanessa, son expression devenant sérieuse. « Apex Publishing m'a approché au sujet de ton histoire. Ils veulent un livre, le récit complet de ton point de vue. Je leur ai dit que je n'en parlerai même pas sans te consulter d'abord. J'ai fixé mon café. L'idée d'exposer encore plus de ma vie au public était intimidante, mais il y avait du pouvoir à contrôler le récit. Je le ferai, ai-je dit finalement. Mais à une condition, je veux l'écrire moi-même. Les sourcils de Vanessa se sont haussés. Toi? Pas un nègre littéraire? Je tiens des journaux depuis l'âge de 12 ans, ai-je expliqué.
L'écriture est la façon dont j'ai survécu dans cette maison. J'ai besoin de raconter l'histoire à ma manière. Elle a hoché lentement la tête. J'organiserai une rencontre avec les éditeurs. 2 semaines plus tard, j'ai signé un contrat pour mes mémoires. L'avance était substantielle, assez pour louer un petit studio où je pouvais écrire et peindre sans distraction. Je me suis jeté dans le travail, racontant non seulement les événements dramatiques de l'année écoulée, mais aussi les petites indignités quotidiennes qui avaient façonné ma vie de fille Wexley invisible. Alors que l'automne laissait place à l'hiver, j'ai reçu un appel inattendu de Célestine. Nous ne nous étions pas parlé depuis la nuit de la fête de fiançailles. Pouvons-nous nous voir, a-t-elle demandé, sa voix tendue par ce qui aurait pu être de la nervosité. Juste pour parler. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un café loin de notre ancien quartier, territoire neutre. Quand elle est arrivée, je l'ai à peine reconnue. Fini la perfection polie, le maquillage soigné, les vêtements de marque. Cette Célestine portait un jean et un simple pull, les cheveux tirés en arrière en une queue de cheval. Tu as l'air différente, ai-je dit alors qu'elle se glissait dans la banquette en face de moi. Toi aussi, a-t-elle répondu. Plus heureuse. Un silence inconfortable s'est étiré entre nous. Je quitte Boston, a-t-elle finalement dit. Je déménage à Seattle. Un nouveau départ. J'ai hoché la tête, sans surprise. Et mère et père? Le cabinet de père a négocié un règlement pour éviter des poursuites pénales. Il est essentiellement à la retraite maintenant. Mère? Elle a hésité. Elle ne va pas bien. Le scandale a brisé quelque chose en elle. J'ai ressenti une pointe de quelque chose, pas tout à fait du regret, mais la reconnaissance du coût humain de la vérité. Silas demande de tes nouvelles, a poursuivi Célestine, étudiant mon visage pour une réaction. Il t'aime toujours, tu sais. Il ne me connaît pas, ai-je dit fermement. Il a aimé une idée de moi, un fantasme d'une nuit il y a des années. Peut-être, a-t-elle concédé. Mais il ne m'a jamais aimé. Je le savais depuis le début. Alors pourquoi accepter de l'épouser? Elle a souri tristement. Pour la même raison que j'ai fait tout le reste, pour plaire à mère et père, pour être la fille Wexley parfaite. Elle a tendu la main sur la table, sans tout à fait toucher la mienne. Je t'enviais, Coraline. Ton courage d'être différente, de vouloir plus. Tu aurais pu te tenir à mes côtés, ai-je dit. Nous aurions pu les affronter ensemble. Je n'étais pas assez forte. Elle s'est redressée, se reprenant. Quoi qu'il en soit, je voulais juste te voir avant de partir. Pour te dire que je suis désolé. Pour tout. Alors qu'elle se levait pour partir, je l'ai appelée, Célestine. Prends soin de toi. Elle a hoché la tête, un fantôme de sourire traversant son visage. Toi aussi, Coraline Rummel. Le printemps a amené la vente aux enchères du domaine Wexley. J'y ai assisté en tant qu'observatrice, regardant des étrangers enchérir sur les attributs physiques de mon enfance. La maison a été vendue à un entrepreneur de la technologie qui prévoyait de la convertir en une retraite de bien-être. Il y avait de la poésie dans cette transformation. Avec les batailles juridiques réglées et mes mémoires progressant, j'ai tourné mon attention vers la fondation. La première maison Romet a ouvert en juin, une demeure victorienne rénovée à Cambridge conçue comme un foyer temporaire pour les femmes reconstruisant leur vie après un traumatisme institutionnel ou familial. Le jour de l'ouverture, je me tenais sur le porche, coupant un ruban tendu sur la porte d'entrée. Les appareils photos ont flashé, capturant le moment pour les nouvelles locales. En regardant la petite foule rassemblée sur la pelouse, j'ai repéré un visage familier, Silas, debout à l'arrière, me regardant. Après la cérémonie, il s'est approché prudemment. « Félicitations, a-t-il dit. C'est magnifique ce que tu as créé ici. » « Merci, ai-je répondu, gardant ma voix neutre. « J'ai lu tes articles dans The Atlantic, a-t-il poursuivi, sur la réforme institutionnelle. Il change les mentalités, change les politiques. » J'ai hoché la tête, reconnaissant le compliment. Mes écrits avaient trouvé un public au-delà des mémoires, donnant la parole à des problèmes longtemps ignorés. « Coraline, a-t-il dit, sa voix baissant. Je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais je ressens toujours. Ne fais pas ça, ai-je interrompu doucement. Ce qui s'est passé entre nous appartient à une autre vie. Nous sommes des personnes différentes maintenant. Et pourtant, je le ressens toujours quand je te vois, a-t-il insisté. Pas toi. Je l'ai regardé, j'ai vraiment regardé l'homme qui se tenait devant moi,
pas le souvenir d'une nuit à New York ou la trahison de fiançailles. Ce que je ressens, ai-je dit prudemment, c'est que je suis encore en train de devenir celle que je suis censé être. Et ce voyage ne t'inclut pas, Silas. Pas maintenant. Peut-être jamais. Il a accepté mes mots avec un petit hochement de tête. Alors qu'il vive avec ce qu'il a perdu, a-t-il dit, citant quelque chose que j'avais écrit dans un de mes articles. Alors qu'il s'éloignait, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules, le dernier attachement persistant à mon ancienne vie enfin libérée. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon studio, entouré du livre d'or de l'inauguration de la maison Romet. Page après page étaient remplies de messages de femmes qui y avaient assisté, certaines survivantes elles-mêmes, d'autres alliées dans le travail. Une entrée en particulier a attiré mon attention, ma famille a essayé de m'effacer, aussi. Merci de m'avoir montré que je pouvais écrire ma propre histoire. Alors que l'été laissait place à l'automne, j'ai donné une rare interview dans une émission de radio de fin de soirée. L'animatrice, une femme à la manière réfléchie, a posé des questions qui allaient au-delà des aspects sensationnels de mon histoire. Que diriez-vous à d'autres qui se sentent invisibles dans leur propre vie, a-t-elle demandé alors que notre temps tirait à sa fin. Je me suis penché vers le microphone. Je dirais que l'invisibilité peut être un super pouvoir si vous l'utilisez correctement. Observez, écoutez, rassemblez votre vérité. Et quand vous serez prêt, quand vous serez vraiment prêt, entrez dans la lumière selon vos propres termes. Le monde ajustera sa vision pour vous voir. Le jour de la publication de mes mémoires, un colis est arrivé à ma porte. À l'intérieur se trouvait une photographie encadrée que je n'avais jamais vue auparavant, une jeune femme tenant un bébé, tous deux souriant sous une lumière tachetée de soleil. Au dos, à l'encre délavée, Romet et Coraline, pique-nique de printemps. La note qui l'accompagnait disait simplement « Tu as toujours été mienne ». Je n'ai jamais découvert qui l'avait envoyé. Peut-être un vieil ami de la famille ou quelqu'un de l'établissement de soins qui l'avait gardé en sécurité toutes ces années. Mais je l'ai accroché à la fenêtre de mon studio où la lumière pouvait la toucher quotidiennement. Un an jour pour jour après la fête de fiançailles, j'ai organisé ma propre réception, bal de la réclamation, à la première maison Romet. L'invitation spécifiait que les invités devaient porter ce qu'on leur avait dit de ne pas porter, que ce soit des vêtements, du maquillage, ou simplement une expression de leur moi authentique. La maison s'est remplie de rires et de musique, d'histoires partagées dans les coins et de danses qui se souciaient peu des conventions. Je me suis déplacé à travers les pièces dans une simple robe verte, de la même teinte que celle que je portais la nuit où j'ai rencontré Silas à New York, mais réappropriée maintenant comme mon propre choix, mon propre souvenir. À l'approche de minuit, je me suis éclipsé à l'étage supérieur de la maison, pas un grenier, mais un espace studio inondé de clairs de lune. Par la fenêtre, je pouvais voir la ville s'étendre en contrebas, les lumières scintillant comme des étoiles descendues sur terre. J'ai pensé à la maison Wexley, à la minuscule fenêtre du grenier où j'avais autrefois pressé mon visage, regardant un monde que je ne pouvais pas atteindre. Maintenant, je me tenais à une autre fenêtre, regardant un monde que j'aidais à remodeler. Ils m'ont enfermé parce qu'ils craignaient ce que je pourrais devenir. Ils avaient raison. Je suis devenu libre. Que feriez-vous si votre famille essayait de vous effacer? Disparaîtriez-vous, ou deviendriez-vous leur châtiment? Si cette histoire de survie et de transformation vous a parlé, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus de récits de force trouvés dans les plus sombres.